à Emmanuel et Damien d'animer ce café fiscal en tant que coprésident en plus de la commission fiscale ECF. Donc, merci à vous deux. Je réponds aux premières questions, celles qui vont revenir. Il y aura un replay de ce café fiscal dans la newsletter ECF de la semaine et vous la retrouvez sur notre chaîne YouTube. Aussi, si vous posez des questions, n'hésitez pas dans les questions-réponses. On sera vigilant et on va essayer de répondre à tout. Si on n'a pas répondu à l'une de vos questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous ai mis mon adresse mail dans le chat, donc n'hésitez pas à m'écrire et je relayerai les questions à Emmanuel et Damien pour qu'ils puissent vous répondre. Et sur ce, puisqu'il est l'heure et qu'on a répondu aux questions d'usage, je laisse la parole donc, à Damien qui va introduire ce café fiscal. Je vous souhaite un bon café à tous. Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous mensuel du café fiscal initié par notre syndicat. Donc, je vais laisser la parole à Emmanuel qui va se présenter. Merci Damien, bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux à ce rendez-vous qu'on a inauguré le mois dernier, désormais mensuel. Je vais en profiter pour faire un petit peu de réclame pour le syndicat, puisque nous œuvrons bénévolement pour le syndicat et que ces événements sont gratuits, donc accessibles aux adhérents tout comme aux non-adhérents. Et si vous n'avez pas la chance encore d'être adhérent du syndicat, on vous invite à aller sur notre site internet et adhérer dès à présent, puisque effectivement la défense de la profession, c'est des personnes qui donnent de leur temps, mais il faut aussi des ressources. Donc n'hésitez surtout pas à adhérer et je relancerai cette demande à la fin du webinaire. Damien, je te repasse la parole et puis on peut attaquer. Alors bon, oui, on pouvait préciser qu'on est tous les deux experts comptables et commissaires aux comptes, qu'on est adhérent ECF depuis de nombreuses années, pour ma part depuis 25 ans. J'ai eu la chance aussi d'être élu, d'être président d'un ordre régional de 2016 à 2019 et vice-président du Conseil national quand ECF était à la gouvernance en 2020 et 2021. Et donc, on a l'honneur avec Emmanuel de présider cette commission fiscale du syndicat. Avant de démarrer, je voulais vous faire une petite actualité de la profession qui me paraît importante. Je vais vous parler de Dracaris qui lance ce début de semaine une deuxième levée de fonds. Pour mémoire, Dracaris, c'était une promesse de campagne quand on a été élu au Conseil national fin 2019 et fin 2020, pardon, et on l'a mis en œuvre. C'est le seul fonds d'investissement des experts comptables pour les experts comptables. C'est primordial pour notre indépendance numérique. La première levée de fonds de plus de 7 millions d'euros a permis de rentrer au capital de MyUnisoft, d'investir dans Wikera, qui est une solution alternative future de paye par rapport à Silae, d'investir dans Juriac, une jury tech, et enfin d'investir dans Welcome. Et donc, cette levée de fonds, elle est primordiale parce que ça va permettre à Wikera, et bien dans sa feuille de route, de terminer la réalisation de ce nouveau programme de paye et charges sociales nouvelle génération qui serait prêt fin 2024. Et ça vous permettrait d'investir dans Dracaris dans les prochaines semaines, de bénéficier d'un tarif préférentiel sur Wikera de 5%. Ceci étant dit, on va rentrer tout de suite dans notre sujet, donc notre deuxième café fiscal, qui est sur des points d'intention qu'on peut avoir en matière de LBO avec les holdings. On a vu cette présentation en 6 points. Le premier point qui est le contexte et intérêt. Pourquoi faire une holding même pour le rachat d'une petite société? Quel type de montage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met comme structure, comme forme de société au niveau du holding? Qu'est-ce qu'on aura au niveau de la fille? Comment on traite, ça c'est primordial, les frais d'acquisition, puisqu'il y a un traitement comptable qui est possible et un traitement fiscal qui est bien clair et différenciant. Dans le point 4, on abordera l'intérêt ou non, les avantages, les inconvénients de l'intégration fiscale. Dans le point 5, on évoquera tout ce qui est refacturation possible entre la société holding et la société d'exploitation. Et enfin, on abordera la problématique sur la holding, de la TVA et de la taxe sur les salaires. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, sur le contexte. En fait,
avant, moi, quelques années d'expérience, on avait l'habitude de dire, bon, quand on achète une toute petite société, on va racheter quand même le fonds. C'est quand même beaucoup plus simple pour le repreneur, notamment personne physique, hein, qui crée une société ad hoc pour acheter le fonds. On s'aperçoit que pour des raisons fiscales, parce qu'en tant qu'expert comptable, on conseille aussi nos cédants, on a de plus en plus, y compris de petites sociétés, où le cédant souhaite vendre les titres. Alors pourquoi il souhaite vendre les titres? Il est conseillé par son expert comptable ou son avocat pour des raisons fiscales, parce que souvent, il va bénéficier sur la plus-value sur titre d'abattement, et notamment de l'abattement renforcé pour départ à la retraite dans les 2 ans qui précèdent ou qui suivent la cession, et qui va permettre jusqu'à 500 000 € de plus-value de n'être taxé que sur 17,2 de prélèvements sociaux pour une plus-value inférieure à 500 000 €. Donc très clairement, le cédant préfère ça que de liquider sa société où il serait imposé à des dividendes, et à des dividendes, donc automatiquement, sur le bonus de liquidation, à des dividendes imposés à 30%, ou même à plus s'il est en SARL, puisque vous savez qu'il y a les prélèvements sociaux de 17,2 peuvent être remplacés par les charges sociales pour les gérants majoritaires au-dessus de 10% du capital social. Donc, on aura une imposition à 30 des dividendes en bonus de liquidation, ou voire plus, alors que s'il bénéficie de l'abattement renforcé, il n'aurait que 17. Donc, on se retrouve, même pour des petites sociétés, à se poser la question de la société holding pour le repreneur, personne physique. Et en fait, l'intérêt, c'est quoi l'intérêt? C'est d'éviter, encore une fois, d'avoir une taxation sur, par exemple, des dividendes qui, annuellement, permettrait de rembourser cette fameuse dette senior, hein, c'est l'emprunt sur 7 ans qu'on contracte pour acheter des parts ou des titres de société. Et en fait, dès qu'on a un emprunt significatif, on s'aperçoit que la création d'une société holding pour le repreneur personne physique présente un net intérêt. Je vous donne un exemple. Vous empruntez 200 000 € pour racheter des titres d'une société, OK, il y a une petite déduction fiscale des intérêts qui est possible sur votre impôt sur le revenu, mais qui est limitée uniquement aux intérêts et qui est plafonnée en plus à 3 fois votre rémunération annuelle. Si vous avez un emprunt de 200 000 €, si on prend, allez, on fait un calcul rapide et on dit on économise quand même 30% sur 7 ans, des 200 000 € qui vont être remboursés, ça fait 60 000 €, sans même parler des intérêts. Et 60 000 € divisé par 7, ça fait pas tout à fait 8 600 €. Si je compare au coût de fonctionnement du holding annuel, avec les frais d'expert comptable, les frais juridiques, on va être à 3 000 – 4 000 €. Donc, ça vaut le coup, même sur des petites LBO, de faire une société holding. Tu m'arrêtes quand tu veux, Emmanuel, si tu as des questions qui viennent. Alors, j'ajouterais, ça vaut le coup, mais il ne faut pas oublier, parce que moi, j'exerce, c'est vrai, je n'ai pas présenté où j'exerçais, je suis en zone de revitalisation rurale. Donc, effectivement, ça vaut le coup, mais il faut quand même étudier, pour l'avoir fait il y a 2 mois dans un dossier, pourtant c'était un rachat à 800 000 €. Si l'entreprise, enfin le repreneur peut bénéficier d'un régime zoné, enfin des avantages fiscaux d'un régime zoné, il faut bien étudier effectivement la question et pas non plus avoir le réflexe obligatoirement société holding. Mais je referme la parenthèse, mais ça c'est notre métier, hein, on est tous experts comptables, et donc effectivement il faut penser à éventuellement d'autres schémas, mais ça ne remet absolument pas en cause, bien au contraire, le schéma présenté par Damien. Ça vient juste, je viens juste concurrencer son schéma, parce que dans certains cas de figure, grâce aux avantages fiscaux des régimes zonés, on ne fait pas forcément un montage via une société holding. Donc, il rachète à ce moment-là, Emmanuel, en direct en direct pour bénéficier du régime des sociétés de personnes. Et voilà, mais ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire. On fait un petit peu de teasing pour un webinaire prochain. Ça marche. Alors, le type de montage. Donc, à part, donc, si on est en zone aidée, zone franche, etc., ou zone de redynamisation, il faudra que sa société holding, si on n'est pas dans ce cas de figure-là, qui est quand même la majorité des cas de figure qu'on peut rencontrer, que notre société holding, bien entendu, soit à l'impôt société. Pour être à l'impôt société, on peut être sous différentes formes.
on peut être en société civile, on peut être en société SARL au niveau de la société holding, ou on peut être en SAS. Alors tout de suite, la société civile, attention, c'est une société donc, qui peut être assez simple, qui sera sûrement purement financière, on y reviendra, mais la société civile, la responsabilité n'est pas limitée. Donc si votre repreneur, même s'il prend un emprunt et qu'il évite une caution personnelle sur l'emprunt grâce à des garanties, BPI ou autres, il aura intérêt plutôt à faire sa société holding sous la forme d'une SARL ou SAS pour éviter, pour des raisons de responsabilité, d'être solidaire de la dette senior, de l'emprunt qu'il lèvera au niveau de sa société holding. Alors après, ce qui est important de… Oui, vas-y. Et un autre petit élément également, c'est qu'une société civile, lorsqu'on la crée, il faut au moins avoir 2 associés. Ce qui peut être embêtant dans certains montages, alors que si je crée ma SARL unipersonnelle ou ma SAS unipersonnelle, ben, je suis seul. Donc, c'est aussi un élément qui plaide potentiellement en faveur des montages, on va dire, classiques avec des sociétés commerciales SARL ou SAS. Voilà. Alors, sachant que la SAS est obligatoirement l'impôt société, la société holding SAS, alors qu'une EURL, SARL, une personne ou une société civile devra opter pour l'impôt société pour y être. Il ne faut pas louper ça dans le processus de création. Ce qui est important de comprendre dans les sociétés holding, c'est qu'on a soit des holdings purement financières. Alors, c'est quoi la définition pratico-pratique d'une holding purement financière? C'est une holding qui se contente de détenir des titres, d'avoir des dividendes annuels qui remontent dans la société holding, versée par la société fille d'exploitation, et qui va rembourser son emprunt. Elle est purement financière, elle n'a aucune activité économique. C'est ça une holding purement financière. Une holding impure, je n'aime pas trop le terme, je parle de holding animatrice ou d'holding mixte, c'est-à-dire des sociétés holding, on va effectivement avoir cette activité financière de détenir une participation majoritaire dans une société fille, mais on va aussi réaliser une activité économique, des prestations. C'est ça une holding qui réalise des prestations, qui est une société mixte. Et donc derrière, il faudra se poser la question de où est-ce qu'on se rémunère? Est-ce que je vais me rémunérer dans la société holding ou est-ce que je vais me rémunérer dans la fille? Est-ce que je vais faire un mixte des deux? Quelles sont les relations avec ma société d'exploitation fille? Quelle est la forme de ma société d'exploitation fille? Et là, être vigilant. Un petit rappel, dans une société d'exploitation fille en SARL, les dirigeants ne peuvent être que des gérants, personnes physiques. Et là, on a eu des cas de jurisprudence où les prestations étaient entre la société holding et la société fille SARL étaient peut-être mal formalisées, pas assez bien formalisées, et du coup, l'administration fiscale a dit c'est en fait de la gérance déguisée, le gérant n'est pas rémunéré, donc on remet en cause la déductibilité de cette prestation entre la société holding et la fille, si dans le cas de figure d'une SARL avec des gérances personnes physiques non rémunérées. Donc, il faut avoir ça un petit peu en tête. Il faut avoir aussi en tête quelle est la position, et on va y revenir aussi par la suite, mais quelle est la position du repreneur vis-à-vis du Pôle emploi, quel choix de statut il veut. Si j'ai la fille et la mère qui sont SAS, ben, son statut social, qui se rémunère en haut ou en bas, sera un statut de quasi-salarié. Il aura une fiche de paie. S'il veut un statut de TNS, il faut qu'il y ait une des sociétés qui soit en gérance majoritaire pour avoir le statut de travailleur non salarié. Et puis, c'est vrai que quand on décrit un peu tout ça, on a un certain nombre de conseils, puis d'ailleurs certains qui interviennent dans nos séminaires, dans nos congrès du syndicat, qu'on tendance à dire, oui, les experts comptables, arrêtez de faire n'importe quoi, arrêtez de me faire des sociétés holding qui ne sont pas purement financières, simplifiez-vous la vie, parce que justement, pour ne pas avoir la remise en cause éventuelle de ces prestations entre la société holding et la société fille. Ils oublient deux points et deux inconvénients de faire une société holding purement financière. Un premier point qui est minime, mais c'est qu'une société holding purement financière, on y reviendra, ne récupère pas la TVA. Et deuxième inconvénient majeur, c'est que si votre repreneur personne physique bénéficie de ce que j'appelle, excusez-moi, du terme du sponsoring Pôle emploi, c'est-à-dire qu'il peut bénéficier
de l'art, ou du maintien, l'aide en capital ou du maintien des allocations, une des conditions pour qu'il soit éligible, c'est qu'il bénéficie de l'ACRE, l'aide à la création d'entreprise. Et donc, pour bénéficier de l'ACRE, il faut bien créer une société holding qui va réaliser un minimum de prestations et d'animation et dire le dirigeant de société holding, on note dans les mois tout de suite à la création, dans le fait qu'il va bénéficier de l'ACRE. Et s'il bénéficie de l'ACRE, il pourra bénéficier de l'art ou de l'aide en capital du Pôle emploi. Donc, si on veut quand même conseiller nos clients qui sont nombreux, qui ont une seule aide significative quand ils reprennent en tant que personne physique une société, c'est bénéficier de cette aide du Pôle emploi, on a quand même l'obligation, à mon avis, de faire une société holding avec un minimum de prestations et de dirigeants qui pourraient se rémunérer à terme dans cette société. Alors attention aussi quand on choisit, parce que donc on va choisir soit une société holding purement financière, soit une société holding qui réalise des prestations. Autant faire le choix quand même qui nous apparaît le plus judicieux au cas de figure de notre client dès le début. Et puis attention aussi, si on dit c'est un holding qui va faire des prestations, n'attendez pas 2 ans pour faire des prestations, parce que vous allez récupérer de la TVA. Si l'administration vient vous contrôler et qu'elle voit que pendant 2 ans, vous n'avez eu aucune activité économique, elle pourrait dire, mais attendez, vous étiez purement financier, votre récupération de TVA n'est pas légale. Donc, attention à ça. Attention aussi au fait que si on change d'activité, donc un holding qui était purement financier, il deviendrait mixte avec de l'activité économique, ou l'inverse, c'est un changement d'activité majeur, puisqu'on crée ou on adjoint ou on enlève 50% des produits, on adjoint du chiffre d'affaires, ou on l'enlève, et donc les déficits antérieurs sont perdus. Si vous étiez, on va le voir, en intégration fiscale, c'est pas un souci. Si vous n'êtes pas en intégration fiscale, si vous changez de destination de votre holding, vous pouvez perdre vos déficits propres qui étaient reportables. Emmanuel, une réaction par rapport à tout ça? Je vais avoir 2 questions et deux réactions, et notamment sur le fait d'avoir cette activité économique. Souvent, enfin, ce qu'on voit dans nos petits dossiers, parce qu'on sait de la TPE-PME, c'est effectivement le dirigeant qui va créer sa société, et puis il y aura effectivement une refacturation de prestations. Mais ça implique aussi, pour pouvoir refacturer des prestations, que la société holding ait quand même un minimum de matériel, par exemple, un ordinateur, un téléphone, qu'elle achète des fournitures de bureau. Ce qui est plus difficile à faire, c'est de réussir aussi à formaliser les prestations qui sont réalisées. Parce que, pourquoi je dis que c'est difficile à formaliser? Parce que c'est entre moi et moi-même. Et souvent, moi et moi-même, on fait un grand mélange. Donc, effectivement, il faut vraiment prendre du temps pour formaliser cette réalité économique de prestations, comme si la société faisait des prestations à une autre société, enfin totalement tierce. Et là, on ne se poserait pas de questions. Si une société tierce, on ne se connaît pas, on va formaliser, on va faire ce qu'il faut. Par contre, quand on est entre moi et moi, c'est un petit peu plus compliqué. C'est là que, dans ces points de détail, qu'il y a du danger. Donc, je vais en profiter pour poser des questions. On a Marie qui pose une question. Est-ce que c'est la même chose si la société fille est une CELARL? Puisque là, on a fait un exemple de SRL et de SAS. Et est-ce qu'avec une CELARL, effectivement, on peut avoir ce type de montage, Damien? Alors, je ne suis pas un spécialiste des CELARL, mais j'aurais tendance à dire, puis tu vas me contredire ou pas, mais que sur les CELARL, c'est comme des CRL, donc on parle bien de gérants personnes physiques. Oui. Et donc, on aura, par rapport à ce que je viens de vous raconter, on va comparer la CELARL à la SARL et la CELAS à la SAS. Donc, on a des dirigeants personnes physiques ou des dirigeants personnes morales possibles si on est en forme SAS ou CELAS, qu'on n'a pas en SARL ou CELARL. Pour compléter aussi ta remarque, tu as raison. Et c'est vrai qu'avec soi-même, ce n'est pas toujours évident à expliquer ça à nos petits clients. Souvent, ils n'ont qu'une adresse mail aussi, d'ailleurs. Et c'est difficile de faire. C'est pour ça qu'on y viendra plus loin. Mais ce qui simplifie quand même
Les mouvements financiers indépendamment des dividendes entre les deux sociétés, c'est quand même le fait d'avoir un mandat et d'avoir la fille en SAS. Le fait d'avoir un holding aussi avec une activité économique, ce n'est pas idiot, souvent nos personnes physiques, de domicilier, moi c'est ce que je fais souvent en pratique, la holding, non pas dans la société d'exploitation, mais chez le repreneur, ce qui lui permettra d'ailleurs de se faire un petit loyer, et puis d'avoir un frais professionnel, si ce n'est pas excessif, si ce n'est pas à l'autre bout de la France, mais de se faire tous ces frais de déplacement comme frais professionnels entre sa société holding et sa société d'exploitation. Alors, le troisième point qui nous paquet. Je vais continuer encore. Il y a quelques petites questions. Pourquoi se rémunérer dans la holding alors qu'il peut se rémunérer dans la cible, ce qui paraît plus logique? Alors, pourquoi se rémunérer dans la holding? Ça peut être un choix pour dire je veux ma société cible est en SAS. Je préfère avoir le statut de TNS, travailleur non salarié, et donc pour ça, je me rémunère dans la société holding et CRL comme TNS, et je refacture sous la forme plutôt d'un mandat social, on allait y venir, de rémunération de président, mon salaire, ma rémunération de TNS, mes charges sociales et les quelques frais que j'ai sur le holding. Maintenant, si effectivement j'ai des sociétés, je veux à tout prix le statut de salarié, j'ai une fille en SAS, je peux décider de me rémunérer exclusivement dans la fille, mais si je ne me rémunère pas du tout dans la mère, est-ce que peut justifier d'une réelle activité économique? À ce moment-là, si j'ai un montage avec une société holding purement financière, pourquoi pas se rémunérer uniquement dans la fille si c'est une SAS et qu'on veut le statut de salarié. On peut avoir aussi une solution de mixte, c'est-à-dire que je me rémunère, moi j'ai des montages parce qu'on a aussi des fonds d'investissement dans la holding, on ne peut pas les faire dans une création de SRL, mais obligatoirement avec une holding en SAS. Et là, je fais un mixte où j'ai une rémunération de directeur général, personne physique, plutôt technique, opérationnelle dans la fille, avec un salaire de directeur général dans la fille, et un petit salaire, je vous expliquerai pourquoi plus loin, de président dans la SAS sous forme holding en haut. Et je vais faire une dernière question avant qu'on passe, parce que le temps file. Donc, il y avait une question, effectivement, lorsque je suis en SAS et le dirigeant de la SAS, donc c'est la société holding, donc la grosse question, est-ce que ce mandat social peut être rémunéré alors que le président est une personne morale et pas une personne physique? Bien entendu. C'est tout l'intérêt de la chose, de pas s'enquiquiner, j'avais plus vulgaire, de ne pas s'enquiquiner avec une convention de prestation, avec des calculs savants, qui n'est pas toujours évident à mettre en œuvre, notamment quand on a une seule cible. Et si on veut se rémunérer en haut et faire remonter de la refacturation hors dividende entre les deux pour couvrir cette rémunération, le mieux, c'est quand même, on vient un petit peu à la conclusion, mais c'est ce mandat de président qui fait l'objet d'une facturation avec de la TVA. Il n'y a pas de sujet à ce niveau-là, facturer avec TVA le mandat de président de la personne morale qui est présidente, notre société holding. Parfait, merci Damien. On peut passer au point 3. Alors, un point important dans ces montages de LBO, quid des frais d'acquisition de ces fameux titres? On parle de titres, c'est le terme générique. Quand on rachète des titres d'une SRL, c'est des parts sociales. Quand on rachète des titres d'une SAS, c'est des actions. Donc déjà, dans les premiers frais d'acquisition, il y a les droits d'enregistrement qui sont de 0,1% pour des actions, donc des titres de SAS, si la cible est une SAS, ou de 3% pour des parts sociales, donc si la cible est une SARL, un impôt de société. Et bon, je vous ai mis quand même le cas de figure pour le plus petit général. Attention, si la cible a une prépondérance immobilière, ce qui est quand même assez rare, mais les droits d'enregistrement seraient de 5%.
Donc là, on voit le schéma classique où dès qu'on est sur des montants significatifs, si jamais soit la cible est déjà en SAS et on va pouvoir avoir des droits d'enregistrement à 0,1%, soit si le montant est significatif, on va très naturellement, comme par hasard, quelques jours avant la session, transformer la SARL en SAS. Et je rassure tout le monde, à ce jour, l'administration fiscale n'a jamais remis en cause, je n'ai pas de cas de figure de jurisprudence remettant ça en cause, on trouve toujours une bonne raison, tiens, pour que la holding soit dirigeante, qu'on ait une personne morale dirigeante, on trouve toujours une histoire à raconter pour dire que ce n'est pas que la motivation d'économiser, bien entendu, les droits d'enregistrement. Donc, sur un montant significatif, quand on parle d'1 million, 3% d'1 million, c'est quand même significatif. Et ce qu'il faut éviter quand on a transformé, c'est si on va pouvoir retransformer en SRL. Après, si vous retransformez 3 ans ou 4 ans, enfin, on a des... ou alors 6 mois après, il faut avoir un bon scénario à servir à l'administration le jour où elle se pointe pour essayer de remettre en cause la transformation qui a été réalisée. Alors, donc on englobe dans ces frais d'acquisition les droits d'enregistrement, mais aussi les frais des conseils, éventuellement intermédiaires, les honoraires des conseils, experts comptables, avocats éventuellement, en complément de l'expert comptable, qui sont intervenus en conseil du repreneur. Ces frais d'acquisition, il faut déjà se rappeler du traitement comptable. En termes de comptabilité, vous avez le choix. Soit vous les passez en charge, soit vous les immobilisez avec vos titres de participation, qui est, je crois, la méthode préférentielle, mais enfin, bon, pour simplifier la vie, on peut aussi les passer en charge. Par contre, le traitement fiscal, lui, il est clair. On ne peut, au niveau fiscal, ces frais d'acquisition, vous devrez bien tracer dans la comptabilité de la société holding, uniquement les amortir sur 5 ans. Si je les ai passés en charge en comptabilité, je le fais de manière extra-comptable, sur le calcul de mon résultat fiscal. Cette réintégration des frais et un amortissement, une déduction sur 5 ans d'amortissement, de manière extra-comptable. Si par contre, j'ai choisi la méthode de les immobiliser avec les titres, je vais, pour bénéficier de l'avantage fiscal de l'amortissement sur 5 ans, je ferai une écriture d'amortissement dérogatoire qui viendra au niveau comptable, au niveau de mon résultat exceptionnel. C'est clair là-dessus, Emmanuel ? Oui, j'ai juste une remarque. Je suis en train de répondre à Romain qui a fait juste une remarque sur, je voulais la faire et puis je ne l'ai pas faite, sur la base de calcul des droits d'enregistrement des parts sociales où c'est 3%, mais la base est réduite de 23 000 euros. Complètement. Comme on avait un exemple, 1 million d'euros, c'était non significatif. Mais c'est bien, on voit que Romain suit. Alors, l'intégration fiscale. J'ai donc ma société holding, j'ai donc ma société fille, on va dire qu'on n'en a qu'une seule. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais de l'intégration fiscale ou pas? Il faut d'abord savoir que ce n'est pas parce que je ne fais pas d'intégration fiscale que mes dividendes, quelque part, vont être taxés 2 fois. Une fois parce qu'ils étaient en bénéfice dans la société d'exploitation et une deuxième fois parce qu'ils remontent à l'impôt société. Non, il y a une neutralisation avec le régime mère-fille, à l'exception d'un petit frottement fiscal de 5% de quote-part de frais et charges, ce qui fait qu'avec un IS à 25%, on a un frottement fiscal de 1,25% sur les dividendes que remonte dans la holding si on est hors intégration fiscale. Alors, pour faire l'intégration fiscale, attention, il y a des conditions. Il faut déjà détenir plus de 95% minimum, c'est 95% minimum. Il faut clôturer à la même date et partir sur un exercice de même durée de 12 mois. Donc, quelquefois, on ne peut pas tout de suite le faire sur l'exercice en cours lorsqu'on est en train de reprendre, mais il faut attendre une première clôture pour démarrer 12 mois sur la société holding et 12 mois sur la société fille. Et enfin, ne pas oublier qu'il faut être au régime réel normal sur les sociétés qui sont dans le périmètre d'intégration, y compris donc la société holding. Alors pour moi, les avantages qui existent, le principal avantage, c'est d'imputer des déficits éventuels fiscaux de notre holding, de notre société holding, tout de suite, avec un bénéfice d'une société fille. Ça permet aussi de sécuriser fiscalement les éventuelles refacturations hors mandat, on va dire, entre les sociétés,
Et enfin, ça permet de limiter la quote-part de frais et charges, au lieu qu'elle soit à 5%, à 1%. Si on n'avait que des avantages, on ferait toujours de l'intégration fiscale. Il y a quand même quelques inconvénients. Ces inconvénients, c'est déjà que sur une gestion comptable et fiscale, il va falloir faire une option. Et puis derrière, il y a un calcul de résultat fiscal réparti entre la société mère et la société fille. Et puis, vous avez des annexes à votre classe fiscale qui méritent un traitement complémentaire de l'expert comptable. D'ailleurs, il faut, à mon avis, le chiffrer et vendre ces honoraires complémentaires liés à cette mission d'intégration fiscale annuelle. Et enfin, on n'aura qu'un seul taux réduit d'IS sur 42 500. Maintenant, sincèrement, c'est un inconvénient. Si on fait les choses à peu près correctement, c'est-à-dire qu'on ne surfacture pas entre les deux sociétés. Donc, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que si j'ai un holding purement financier, je dirais que je n'ai même pas de questions à me poser. Si je veux récupérer mes intérêts d'emprunt, si je veux récupérer mes frais d'acquisition, même s'ils sont amortis sur 5 ans, il n'y a pas de question à se poser, je dois faire de l'intégration fiscale. Sur les autres cas de figure, je vous invite, enfin moi c'est ce que je fais, à faire quelques simulations pour voir, dès qu'on a des dividendes quand même et un emprunt significatif, à mon avis, pendant la période de dette senior, on va dire pendant 7 ans, et notamment les premières années, l'intégration fiscale mérite d'être prise en place. Ça, c'est mon point de vue de praticien. Mais c'est assez facile, on a sur Excel de faire une simulation, de dire dans mon cas de figure, est-ce que l'intégration fiscale présente un intérêt au regard de son léger coût de traitement et son coût administratif annuel. J'en profite pour les frais d'acquisition, j'ai oublié de vous parler des frais d'emprunt. Les frais d'emprunt, ce ne sont pas des frais d'acquisition. Les frais d'emprunt, et ça peut être significatif, notamment je pense aux cautions BPI, ils sont applicables dès le début. Ces frais d'emprunt, soit ils sont passés en charge et déductibles tout de suite, soit c'est les derniers types de frais qui peuvent être encore étalés sur la durée de l'emprunt, mais ils ne suivent pas les frais d'emprunt, le traitement des frais d'acquisition qu'on a vu juste avant. Sur l'intégration fiscale, Emmanuel, une réaction? Oui, alors l'intégration fiscale, j'ai actuellement pas de dossier, mais j'en aurai peut-être puisque j'ai des holdings qui sont en train d'être constitués, même si je suis en régime zoné dans certains cas de figure particuliers. J'ai juste un point, parce que je me suis fait avoir il y a une dizaine d'années, c'est le premier point, hors intégration fiscale, le régime mère-fille. C'est un régime optionnel et l'option, c'est de mettre dans la bonne case sur l'alias le montant. Et donc, on milite, nous, au sein du syndicat. Vous savez qu'on a fait des propositions, on fait des propositions fiscales, et notamment depuis plusieurs années, pour que ce régime mère-fille soit automatique et que ce ne soit pas sur option. Parce que si vous ratez l'option, c'est cuit. Et donc, vous faites payer l'IS une deuxième fois sur les dividendes. Autre question, et après je reprendrai la main. Si la holding est détenue par une super holding, peut-on bénéficier du taux réduit de 15% sur l'intégration fiscale? Je lis textuellement. Moi, j'ai ma réponse, mais on n'a peut-être pas la même. Pour bénéficier au niveau de l'intégration fiscale, il faut que j'ai uniquement, une des conditions, c'est que les personnes physiques détiennent directement ou indirectement, avec un seul niveau d'interposition, plus de 75% des titres. Donc, si je me situe au niveau de la société holding, je peux encore avoir une société au-dessus, puisque c'est bien la holding qui va opter, qui va être la société mère de l'intégration fiscale. Je peux encore avoir un seul holding au-dessus. Il me semble que c'est ça la réponse, mais bon, là, je le fais un petit peu en direct. Je ne sais pas ce que tu en penses, Emmanuel. À vérifier, parce que moi, par rapport à l'IS à 15%, alors je me situe aussi au niveau de la société d'exploitation, c'est que s'il y a juste une holding, donc c'est bon, dans la société d'exploitation, on a le 15%. Par contre, si on est en troisième niveau, enfin en deuxième niveau, tout dépend combien on compte, ça fait sauter les 15%. Mais là, si on veut bénéficier, si on n'est pas en intégration fiscale,
que je bénéficiais sur une société d'exploitation de mes 15%, il faut que j'ai, on va dire, pour résumer, qu'une seule holding au-dessus. Par contre, si je suis en intégration fiscale au niveau de ma holding, les conditions, à mon avis, se défendent et s'appréhendent au niveau de cette société holding, ce qui pourrait permettre d'avoir un score en sur-holding au-dessus. Et je vais rebondir, alors je saute vraiment du coq à l'âne parce que c'est les questions, parce que là c'est des problématiques juridiques. Pour être déductible chez la FIXAS, le mandat de président de la société mère doit-il faire l'objet d'un PV d'AG déposé auprès du greffe? Point d'interrogation. Certains clients ne veulent plus le faire car ils ne veulent pas ce type d'information, ils ne veulent pas que ce type d'information se retrouve sur Papers. Alors, je peux répondre à la question. C'est d'une part, dès lors que c'est la rémunération du dirigeant, obligatoirement, effectivement, elle est fixée par l'Assemblée. Enfin, il faut voir l'organe qui fixe au niveau de la société holding. Mais à ma connaissance, ce type de PV n'est pas déposé au greffe, puisque sont à déposer au greffe notamment les comptes, pour lesquels je me permets de vous rappeler qu'on peut demander dans une certaine mesure la confidentialité. Alors, je me permets ça, pourquoi? Parce que pour aller très souvent sur Papers, aller consulter effectivement des comptes de sociétés, on s'aperçoit parfois que, et dernièrement, pas plus tard que la semaine dernière, il y avait effectivement les comptes qui étaient déposés, on aurait pu avoir la confidentialité sur l'intégralité des comptes, donc ça c'était déjà raté, et en plus c'était la plaquette intégrale de l'expert comptable qui était déposé. Donc, on avait tout le détail, enfin, il y avait tout, on voyait les rémunérations, enfin bon, c'est… donc, moi, je vous invite à revoir bien vos procédures en matière de dépôt des comptes au greffe pour ne déposer au greffe strictement que le nécessaire et surtout pas oublier de faire signer effectivement le document pour demander la confidentialité des comptes. Et là, ça règle le problème, on ne verra pas la rémunération de dirigeants de la société holding. Effectivement, et je te rejoins sur le dépôt. On doit déposer des comptes, éventuellement avec la confidentialité, si on peut en bénéficier. Et puis, l'extrait d'assemblée qui affecte le résultat. Pour moi, les obligations. Alors, c'est bien parce que ça interagit, puisque moi, j'étais sur la société d'exploitation pour le dépôt des comptes, mais effectivement, pour les sociétés holding, on ne peut pas de tête avoir la confidentialité. Bon, c'était consacré au fiscal, donc on n'a pas travaillé le sujet, mais ce n'est pas pour ça que le PV fixant la rémunération est déposé au greffe et que les comptes qui sont déposés, nous, on ne met jamais la version détaillée, on met la version de base des comptes et on peut avoir, alors après tout dépend dans quel compte on utilise, on met la rémunération de dirigeants de la holding, est-ce qu'on les met en 640 ou est-ce qu'on les met plutôt en charge externe? Allez, je referme la parenthèse parce qu'on se rapproche de la fin, il reste 2 slides à passer. Bien, alors justement, on a avancé en amont sur le sujet, prestations et conventions. Moi, sincèrement, je suis plutôt un adepte pour se simplifier la vie, et surtout sur ces petits groupes où j'ai quelquefois qu'une seule fille. C'est pas évident de dire quelle est la casquette de ce que je fais avec dirigeant, quelle est la casquette de ce que je fais qui n'est pas de la fonction de dirigeant. Et alors là, c'est sujet à polémique, ça peut être sujet avec l'administration fiscale qui dit dans une petite société, en fait, le gérant fait tout. Bon. Donc, c'est pour ça que je privilégie dans ces petits montages, quand on a une holding, attention, animatrice qui réalise une activité, de faire un mandat. Et alors, à ce moment-là, ça implique d'avoir une fille en SAS. Et effectivement, la refacturation correspond à une rémunération de président qu'on acte dans une assemblée. Et ça nous évite des calculs savants où je prends mes frais engagés, moins peut-être des honoraires propres au fonctionnement de la holding, auxquels je rajoute une marge de 10%. Enfin, voilà, ça nous occupe beaucoup, ça n'a pas trop d'intérêt et de valeur ajoutée. Et donc, la rémunération forfaitaire de mandat social est quand même pas mal. Donc, ce que je vous disais, si vous voulez à tout prix, malgré tout, faire des conventions, il faut surtout éviter les pourcentages de chiffre d'affaires. Et ces conventions de prestations, même s'il n'y a pas de règles figées dans le marbre, doivent être en fonction des charges engagées, avec une petite marge, pas de 5-10% tolérée, et où temps passé. Si vous voulez éviter ça, le mandat social rémunéré est une bonne façon de le faire.
Et dans tous les cas, alors surtout si on n'est pas en intégration fiscale, mais je dirais plutôt dans tous les cas d'un point de vue juridique, s'il y a des avances de trésorerie qui anticipent des versements de dividendes, et c'est possible d'avoir une convention de trésorerie entre société holding et sa société d'exploitation, rémunérer au taux fiscal ces conventions de trésorerie entre les sociétés. Dernier point, la TVA, qui n'est pas des moindres, la TVA et la taxe sur les salaires. Ce qu'on doit retenir, c'est que si je suis une société holding purement financière, je suis hors du champ de la TVA, et donc je n'ai pas de TVA, je ne peux pas récupérer de TVA sur les frais d'acquisition, je ne peux pas récupérer de TVA sur mes honoraires d'expert comptable annuel, et donc j'ai une activité purement financière, une société donc, qui implique une gestion un peu moins importante, puisqu'il n'y a pas ce sujet de la TVA. Il faut savoir que, par contre, si on dit dans cette société, j'aurai une activité économique, minime soit-elle, je pourrais récupérer la TVA, et notamment sur ces frais d'acquisition. Et là, pareil, à l'instant où je vous parle, on n'a jamais eu de remise en cause de l'administration fiscale, de la TVA récupérée sur les frais d'acquisition des titres, parce qu'on pourrait se poser la question, dans la mesure où la société va avoir une activité derrière économique. D'accord ? Si vous êtes à la TVA sur la société holding, petit point d'attention sur des refacturations entre sociétés, voilà, qui se retrouvent dans des comptes clients, comptes fournisseurs, au-delà des 60 jours normal. Attention, régulariser la TVA. Pour moi, quand on est au-delà de 60 jours, on passe dans une notion de convention de trésorerie, voire de compte courant. On fait une OD dans le compte client, dans le holding et dans le compte fournisseur, du compte client dans la holding au compte courant et du compte fournisseur au compte courant dans la société fille. Et on réalise sa TVA collectée sur les prestations en haut et TVA déductible en bas. Alors, c'est vrai qu'on nous dit que si on a une activité mixte, on devrait faire des secteurs et du prorata. Faire un secteur quand j'ai une seule holding avec des dividendes annuels uniquement, c'est pas évident. Et que j'ai de la prestation en face. Et on peut considérer quand même qu'une très large majorité des frais engagés pour la holding sont faits pour l'activité économique et pas uniquement pour la remontée de dividendes une fois par an. Donc, si on voulait être puriste, peut-être qu'on pourrait appliquer un prorata sur ce qui est les honoraires d'avocats ou d'experts comptables relatifs à l'assemblée annuelle. Et pour le reste, il me semble qu'on peut récupérer sans trop de soucis la TVA au niveau sur les frais de fonctionnement de la holding. Alors là où il faut être attentif, et là, l'administration nous a rattrapé ces dernières années sur ce sujet-là, c'est que si votre dirigeant se rémunère dans la société holding, si cette société holding est une SAS, il est salarié, et l'administration fiscale considère que son salaire dans la société holding, je ne vous parle pas des sociétés holding en SARL ou les TNS, mais s'il est salarié d'une SAS et rémunéré en haut, son salaire devra être soumis à la taxe sur les salaires, au prorata des dividendes et du chiffre d'affaires de N-1. Or, la taxe sur ça, c'est systématique qui sont venus redresser un certain nombre de sociétés holding sur ces sujets. Donc, attention à ça, à bien mettre en place la taxe sur les salaires si vous avez un dirigeant rémunéré en tant que président de sa société holding, de lui appliquer la taxe sur les salaires. Et attention, parce que ça peut chiffrer. Je vous rappelle que je ne vais pas vous donner tous les taux, c'est un taux progressif, mais dès qu'on dépasse le taux, à partir de 17 113 € exactement, c'est un taux de 13,6%. Donc après, ce n'est pas 13,6% qui s'applique, c'est si j'ai 100 000 de dividendes en N-1 et 100 000 de chiffre d'affaires, c'est un prorata de 50%. Et malgré tout, 50% de 13,6, c'est quand même significatif, c'est une taxe significative. C'est pour ça que, pour conclure, et puis on pourra reprendre quelques questions, à partir du moment où on fait un holding avec une activité économique de prestation animatrice, vous l'appelez comme vous voulez, moi, ce que je conseille, c'est, j'aime bien le montage vertueux
parce qu'on sait quand même aujourd'hui entre nous qu'à part quelques cas de figure où c'est peut-être pas adapté pour le dirigeant, vu son âge, vu ses problèmes de santé, le statut de TNS est quand même un statut intéressant. Donc, SARL avec un statut TNS holding, une prestation, une rémunération, pardon, de président, ça c'est un montage quand même assez vertueux, y compris pour les frais d'acquisition au départ et le fonctionnement de la refacturation entre les deux sociétés. Si, parce que vous avez un fonds que vous pouvez d'investissement, et donc vous devez émettre un emprunt obligataire au niveau de votre holding, automatiquement votre holding sera, parce qu'il n'existait pas depuis plusieurs années, sera créé en SAS. Et à ce moment-là, j'aurais tendance à privilégier la majorité de la rémunération du dirigeant en bas, plutôt avec une fonction de directeur général, et une petite rémunération ou pas éventuellement en haut avec la holding président de la société. Voilà, Emmanuel, s'il y a d'autres questions. Il y avait, tiens, pour conclure, et c'est le dernier point, est-ce que le gérant majoritaire est-il soumis à la taxe sur les salaires? Puisque tu as déjà donné la réponse, non. On va répéter. Alors, il y a une erreur sur mon slide, c'est régime social salarié, c'est pas par TNS, mais ne s'applique pas au TNS. Aujourd'hui, ils ne réclament pas de taxe sur les salaires, ça peut évoluer. Aujourd'hui, quand on est TNS, on n'a pas de taxe sur les salaires. Parfait, merci Damien, on est pile poil dans le timing. Il me reste à vous remercier de votre présence nombreuse, à remercier également les connexions depuis les DOM. Et comme ça, les DOM, je couvre tous nos DOM. C'est pour ça qu'on est à 13h30. Ça permet de toucher effectivement notamment les DOM qui sont du côté des États-Unis, du côté du continent américain. N'hésitez pas donc à adhérer à ECF, continuez à adhérer et adhérer encore plus à ECF et pensez à la levée de fonds de Dracaris, c'est hyper important pour notre indépendance numérique avec les dernières salis de certains éditeurs avec des augmentations pharaoniques qui ont pu être faites. Donc, le fait de mettre un peu plus de concurrence auprès de nos éditeurs, ça ne peut être que bénéfique pour la profession. À très bientôt et prochain café fiscal le mois prochain, dernier mardi du mois de juin. J'ai plus en tête la date, c'est peut-être le 27 juin. Le 27. Voilà, c'est le 27 à 13h30, dernier mardi de chaque mois. Voilà, et on n'a pas encore fixé le programme. Mais ce sera fait très rapidement. Voilà. Merci Damien et Emmanuel pour cette présentation. On a en plus renoté toutes les questions. On vous envoie le replay, on vous envoie le support et on se dit à très vite pour un nouveau café fiscal. Merci encore à tous les deux et n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail, je vous l'ai donnée. Pour relayer les questions, je n'hésiterai pas à le faire. Bonne journée à tous. Bonne journée, bonne fin de journée.